Souvent, on entend parler de ces conséquences dans un futur, et la réalité, c'est qu'elles sont déjà là. Donc ça, c'est déjà le premier élément. C'est une question qui est un peu difficile parce qu'en fait, ces conséquences sont très larges et très complexes. Donc souvent, c'est pas juste des conséquences sociales, elles sont imbriquées dans des conséquences économiques, écologiques, etc. La première chose, ça va être la question des milieux de vie, c'est-à-dire les endroits où les gens habitent, vraiment très concrètement, l'aménagement du territoire qui va être modifié. On le voit en ce moment particulièrement avec la question des inondations, évidemment. Ces inondations qu'on a vécues en 2017, qu'on vit en 2019, sont des inondations qui normalement ont lieu aux 100 ans. Donc là, on a clairement un rapprochement qui est problématique et qu'il faut travailler. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va amener ces populations à changer de lieu de vie. Il va falloir les accompagner, il va falloir que les municipalités légifèrent, fassent de l'aménagement différemment. Le deuxième élément, c'est la question alimentaire, et plus généralement agroalimentaire, c'est-à-dire que le modèle agricole que l'on connaît aujourd'hui, et donc le modèle alimentaire que l'on a, ne va pas survivre aux changements globaux. Parce que ce système est très dépendant, notamment des hydrocarbures, mais aussi parce que le modèle économique ne survivra pas au changement climatique. Et donc ça va induire des grands changements dans le métier d'agriculteur, dans l'organisation de nos campagnes et de nos régions, et dans notre mode alimentaire aussi. Et d'ailleurs, le milieu agricole s'organise quand même, et puis il y a des initiatives, mais ça va aller de plus en plus vers des changements majeurs de ce point de vue-là. Autre conséquence sociale, pour le Canada et d'autres pays sont concernés, c'est les questions de nordicité. Plus on va dans des terres qui sont au nord et donc qui sont froides, et plus le réchauffement se fait sentir rapidement. Et donc les impacts sont plus grands, évidemment. Et l'autre problématique qui vient justement s'imbriquer, c'est que ces populations sont déjà isolées socialement, économiquement et géographiquement. Donc elles sont déjà ce qu'on peut appeler des populations vulnérables, et elles sont plus fragiles face au changement climatique. Et on sait qu'il y a assez peu d'investissement aussi pour ces communautés-là, pour les aider à traverser tout ça. Et le dernier élément, et non le moindre, c'est toute la question de la gestion psychologique des changements. L'être humain peut changer, peut s'adapter, évidemment, il l'a toujours fait, mais ça induit un certain nombre d'enjeux psychologiques, notamment au niveau des émotions négatives et des angoisses. Les angoisses par rapport au changement climatique, on en parle de plus en plus, on parle d'éco-anxiété par exemple, et c'est important d'en parler parce que réellement, ça génère des blocages. Le fait d'être anxieux face à notre capacité à changer a plutôt tendance à nous mettre dans l'inaction. Donc ça, c'est une conséquence aussi qu'il faut travailler. Je pense que pour ce qui est du Québec comme ailleurs, ces mobilisations montrent une volonté des citoyens, en fait, de la population, de voir des changements. Et cette population, et notamment les jeunes, ont compris que ça passait par des décisions politiques assez fortes, et c'est ce qu'elles demandent, en fait. Donc elles sont prêtes, je pense, à faire ce qu'il y a à faire d'un point de vue individuel ou à petite échelle. On l'a compris qu'il faut agir localement, mais il faut quand même prendre des décisions à un niveau plus global, imposer des règles aussi à un niveau plus global pour que les efforts que nous on fait en tant que citoyens aient un sens et que l'impact de ces actions que l'on pose puisse, si on les met tous ensemble, avoir des conséquences réellement positives sur soit l'adaptation au changement climatique, soit la mitigation des changements climatiques. Pour nous qui travaillons en environnement, c'est une motivation extrêmement forte de voir les jeunes générations qui prennent ce sujet-là à cœur. On n'en doutait pas, mais c'est important de le voir et de se dire qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là pour que le chemin soit en partie fait pour le moment où ces générations vont être sur le milieu du travail, à des postes de décision, etc. L'autre élément, c'est que c'est un élément peut-être plus social ou culturel, c'est que pour ce qui est du Québec, en tout cas, ça montre un ras-le-bol du système dans lequel on est, de se dire aux citoyens de prendre la responsabilité de faire les changements qu'il y a à faire. Ce système-là a prévalu dans les 10-15 dernières années, et donc à nous de faire notre tri, à nous de moins utiliser la voiture, etc., de faire des choix qui vont vers l'adaptation au changement climatique ou la lutte contre les changements climatiques. Dans les faits, oui, c'est important, il faut continuer à faire ça, mais là, ce qu'on vient de dire, c'est que le gouvernement doit se positionner avec une vision forte, avec des choix qui sont tranchés et pas des choix très tièdes comme on a eu jusqu'à maintenant, ou alors des choix très contradictoires. D'un côté, on va signer les accords de Paris, et puis d'un autre, on prend des décisions liées à l'exploitation des hydrocarbures ou je ne sais quoi, qui sont complètement contradictoires. Les gens veulent quelque chose de plus clair. Donc c'est la demande d'avoir un projet de société qui prend en compte ces questions-là. Donc ces mobilisations sont, à mon sens, très importantes pour
rappeler ça et rappeler que les gens sont mobilisés en fait. Souvent on pense que les gens ne sont pas intéressés par ces questions-là et c'est faux et c'est ce que ces mobilisations montrent en fait. Pas grand-chose d'un point de vue environnemental, il n'a pas de projet, il n'a pas d'ambition de ce point de vue-là. Je pense qu'il répond plus à des intérêts économiques urgents, ce que font beaucoup de pays, somme toute, sans intégrer les questions environnementales qui sont certainement plus urgentes pour la santé économique du pays que d'autres problématiques. Donc, pas grand-chose. Je pense que l'initiative de Dominique Champagne avec le pacte a montré cette difficulté-là, c'est-à-dire que Dominique Champagne a développé un mouvement citoyen autour des questions climatiques et riche d'une pétition, donc la signature de ce pacte. Il est allé voir Monsieur Legault, qui au départ l'a plutôt accueilli favorablement, mais assez rapidement il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de décisions concrètes qui se prennent et il y a une distance en fait qui s'installe entre ce gouvernement et puis les demandes citoyennes par rapport aux questions environnementales en général. Après, les mobilisations citoyennes qu'on voit et qui vont être, je pense, de plus en plus importantes, peuvent aider dans le sens que s'il y a une demande constante pour une prise en compte de ces problématiques-là, les gouvernements vont devoir suivre à un moment donné et prendre des décisions plus tranchées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que ce soit à l'échelle du Québec, mais du Canada aussi. Donc je pense que ça peut s'améliorer. L'élément qui est important, c'est qu'on est quand même un peu dans l'urgence, donc il faudrait quand même pas trop traîner là-dessus, et il faudrait pas trop traîner à comprendre qu'on parle bien d'un projet de société, et qu'on arrête de parler juste de problèmes environnementaux comme s'ils étaient juste dans un coin. En fait, je pense que les questions de changement climatique, la plupart des grands défis environnementaux posent des questions transversales. Donc il n'y a pas un secteur qui est plus important qu'un autre, c'est plutôt de travailler un peu sur tous les fronts de la même façon. Mon point de vue, moi, de sociologue, en fait, va se pencher plus sur les aspects sociaux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a deux éléments qui sont vraiment importants et qui sont assez urgents. La première chose, c'est de comprendre d'où viennent ces comportements qui ont pour conséquence de détruire nos milieux de vie. C'est-à-dire qu'on a des modes de vie qui sont destructeurs, sans avoir nécessairement l'intention de détruire. Donc il y a quelque chose à comprendre d'un point de vue social, peut-être psychologique aussi, sur pourquoi ces comportements sont si massifs et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les changer. Donc il y a vraiment un élément de compréhension là, qui est très important. Ça pourrait aider par exemple à mitiger les changements climatiques, à mitiger certaines problématiques environnementales. Le deuxième aspect va plus toucher à la question de s'adapter à ce qui se passe, des conséquences que l'on va vivre de toute façon. Et sur la question de l'adaptation, c'est la question du changement en fait qu'il faut interroger. Et là, la sociologie peut vraiment avoir un apport très intéressant sur comment est-ce que l'individu et le groupe fonctionnent dans le changement. Amener des sciences en fait là-dedans. Parce que oui, la science du climat est très importante, mais la science du changement va l'être aussi, la sociologie, la psychologie aussi vont être des sciences qui vont devoir être mises à contribution pour bien comprendre le fonctionnement humain, le fonctionnement émotionnel dans le changement et accompagner en fait les communautés le mieux possible, accompagner les décideurs qui font des choix en fait de société qui entraînent des changements. Donc je pense que c'est les deux éléments assez prioritaires, la question des comportements destructeurs et la question du changement.